Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Je voudrais pour ce début d'émission partager avec vous une expérience du jour. 14 février au matin, je vais chez le fleuriste dans le but d'acquérir quelques fleurs pour se prendre agréablement ma Valentine, ce qui me paraît romantique et normal. Et c'est à ce moment qu'un monsieur entre dans le magasin et passe commande haut et fort. Auriez-vous des cactus? Eh oui, nous avons tous le sens de l'humour, mais pas le même sens du romantisme. J'imagine la tête de la personne recevant un présent comme celui-ci. À présent, eh bien, nous pouvons débuter avec sourire ce rendez-vous du CNTFCH, La France Libre. Bonsoir et bienvenue à vous dans La France Libre avec Philippe et Jean-Pierre. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue. Bonsoir. Eh bien, merci pour mettre un peu de piquant dans nos aventures avec cette histoire de cactus. Tout va bien. Donc on est prêt. Alors fin de semaine, en plus vendredi 14, non pas vendredi 13, mais 14 Saint-Valentin. Saint-Valentin qui pourra bien rester une date importante, pas forcément pour la France, mais pour le reste du monde, en fonction de ce qui se passe, de ce dont nous sommes les témoins à la lecture soit de vidéos, soit de journaux, de ce qui se passe donc aux États-Unis d'Amérique, bien sûr, puisque c'est là que les choses avancent à grands pas. Donc 14 février, on parle du Nezara Gesara. Vous vous souvenez, c'est cette solution qui consiste à rendre l'argent volé aux citoyens américains, donc par le biais de la capture, effectivement, de cet argent et de la récupération. Dont on s'est aperçu, c'est que le fameux audit sur lequel on a fait l'émission d'avant-hier, eh bien eux l'ont fait physiquement, réellement, comme nous le ferons physiquement, réellement quand le temps sera venu en France. Et d'ores et déjà, c'est jackpot, quoi. C'est des licornes qui tombent. Vous savez ce que c'est, les licornes, hein? Ce sont le premier milliard qu'on obtient. On a sa première licorne. C'est un petit peu comme quand on passe son brevet ou ses examens de ski. On a son chamois d'or ou je ne sais quoi. Là, c'est une licorne. Et donc les licornes tombent comme s'il en pleuvait. Et il en pleut d'ailleurs. Donc c'est pas des petites affaires, c'est pas des millions, c'est des milliards qui sont récupérés contre toute attente, dont on ignorait l'existence et qui étaient répartis dans cette fameuse USAID, hein, et donc cette International Development des États-Unis d'Amérique, qui était cette association, on va appeler ça comme ça, qui gérait d'autres associations, qui fournissait de l'argent à des organisations non gouvernementales et qui aujourd'hui, eh bien, se trouve percés à jour, hein, c'est-à-dire on les enjoint de bien vouloir nous fournir une comptabilité. Ben ils en ont pas. C'est pas quelques sous, hein, c'est quelques dizaines de milliards. Donc ça tombe avec d'autant plus d'étonnement que tout cet argent n'est pas comptabilisé, n'est pas censé être quelque part puisqu'il n'a pas été comptabilisé nulle part. Hein. Alors il y a aussi des sommes qui ont disparu, on ne sait pas où. On a des bonnes raisons de penser que les unes se sont croisées avec les autres, mais ça c'est moi qui le dis, c'est pas sûr. Il y a peut-être eu de la création de richesses ex nihilo, c'est-à-dire qu'il y a peut-être effectivement de la fabrication de lingots d'or, de la fabrication de lingots on va dire en argent aussi, hein, qui peuvent être stockés dans des trous, puisque dès que l'homme est un animal très grégaire, hein, et il fait comme les autres animaux, quand il a quelque chose de précieux, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il l'enterre, figurez-vous. Et qu'en général, on trouve des lingots sous terre, on trouve des lingots d'argent ou d'or sous terre, on trouve des tunnels également sous terre, hein, par définition. On trouve aussi des funnels. Alors les funnels, c'est un mot anglais qui veut dire l'entonnoir. Ça me faisait beaucoup rire ce mot quand j'étais étudiant, parce que le funnel, pour moi, c'était un funny tunnel. Mais là, c'est pas funny du tout. C'est juste pour dire que il y a des endroits où tout tombe dans un entonnoir et que se diriger vers la même sortie, alors que tout a été capturé de points de collecte très différents, très épars, et dont les gens ne savent pas à quoi ils correspondent d'ailleurs ces points de collecte. Donc voilà, donc il y a des ONG en Afrique, il y a des ONG en Asie, il y a des ONG en Amérique du Sud, il y a des ONG un petit peu partout sur la planète, y compris dans les sociétés bien fréquentées. On apprend que certains journaux sont abondés en France notamment directement par des manias, hein. Donc tout simplement ces manias ont des fondations. Ils passent par les fondations et en passant par des fondations, eh bien on peut blanchir, on peut cacher et on peut surtout récupérer l'argent qu'on a mis dedans plus quelque chose d'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cet argent qui, soi-disant, est dépensé par des généreux donateurs est en fait investi, disons les choses. Il est investi et il est récupéré par un jeu permanent, je dirais, de circulation de monnaie dans différents établissements, dans différentes sociétés, ONG, etc., que j'ai déjà citées. Et à partir de là, eh bien, cet argent, il devient une sorte de serpent de mer qui fait le tour de la planète et il grossit toujours grâce à vos dons. Hein, il grossit, c'est pas grâce à leurs dons à eux.
c'est vous qui payez, c'est nous qui payons toute cette gymnastique financière. Donc voilà ce que Monsieur Musk notamment et Monsieur Trump bien sûr sont en train de soulever, de trouver. Ça n'était pas prévu au départ, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais annoncé qu'ils allaient s'intéresser à telle ou telle, je dirais, source d'approvisionnement. Ils l'ont pas annoncé, en tout cas pas à ma connaissance, mais par contre ils l'ont bien fait. Voilà ce qui attendra également la France quand il y aura un audit. Donc attendons-nous à récupérer beaucoup d'argent. La question étant de savoir à qui faut-il le rendre. Ben oui, il y a forcément, s'il y a eu de l'argent caché, il y a donc un crime. Hein. Ça, c'est un crime en soi. Hein. Si cet argent n'est pas justifié, il faut, voilà, c'est criminel. Alors nous, simples contribuables, on nous enjoint de bien vouloir faire la preuve de la raison pour laquelle on veut retirer 1 000 € dans notre banque. Parce que voilà, hein, on nous demande ça. Hein. Aujourd'hui, il y a des banques qui vous disent, monsieur, vous voulez retirer 1 000 €, mais pourquoi faire, comment, etc. Donc il faut donner des explications. Alors que eux, évidemment, ils trafiquent des milliards sans qu'on leur pose de questions. Et pour cause, ce sont eux qui font les règles, et ce sont évidemment eux qui n'y répondent pas ou jamais, puisque c'est la loi finalement du plus fort, tout simplement, qui prévaut pour l'instant. Donc on est en passe d'essayer de récupérer un peu de droit avec un D majuscule, hein, c'est-à-dire faire de la législation, faire passer par la magistrature pour récupérer tout ça. C'est-à-dire qu'il va bien falloir que des juges interviennent dans les fameux scandales qu'on vient d'évoquer aux États-Unis d'Amérique pour condamner, ou pas d'ailleurs, on verra bien, hein, un certain nombre de personnes qui sont à l'origine de ces malversations. Donc voilà, et aujourd'hui en France, un homme averti en valant deux, comme chacun le sait, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui commencent à reculer par rapport aux responsabilités que normalement, dont normalement ils sont si friands. Je parle des responsabilités politiques essentiellement, mais pas que. Et là, subitement, il y a un frein. Il y a un frein à la course à l'ambition. Plus personne n'est complètement certain que si jamais il rentre dans certains circuits, il ne sera pas prochainement embêté par la magistrature. Donc c'est tout le pari que nous faisons aussi nous au sein du CNTFCH, c'est de dire les choses, ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, ce qu'il est possible qu'il soit vrai et qui peut arriver assez rapidement. Alors c'est d'ailleurs le thème de notre sujet du jour que je laisse le soin à Sylvain de nous dévoiler. Oui, la démocratie avant les révélations, mais les révélations, elles arrivent déjà. Alors pour la démocratie, bon, on va exposer ça après l'actualité en images, si vous voulez bien. L'actualité en images, c'est USAID ou USID, comme vous voulez. Et on se retrouve juste après. L'USAID est une agence de renseignement américaine. Ils ont été surpris en train d'organiser des coups d'État à travers l'Amérique latine, de financer des groupes paramilitaires et d'être expulsés de pays pour activités subversives. Plus nous enquêtons sur l'USAID, plus elle ressemble à un super groupe d'argent sale démocrate. En 2014, il y a eu des émeutes. Ça s'appelle la rébellion Maïdan en Ukraine. Et on ne nous a jamais dit que nous financions ces émeutes. Les journaux ne nous l'ont jamais dit. Notre gouvernement ne nous a jamais dit que l'USAID, qui est la façade de la CIA, avait investi 5 milliards de dollars pour financer ces émeutes. Ces émeutes ont conduit à un coup d'État contre le premier gouvernement élu démocratiquement d'Ukraine. C'était un gouvernement qui refusait de choisir son camp et de dire qu'il serait du côté de l'Occident. Nous voulions donc les renverser. Un mois avant le renversement de ce gouvernement, Victoria Nuland, qui fait partie de la pièce maîtresse de l'idéologie néoconservatrice et qui est maintenant un haut fonctionnaire du département d'État, a eu un appel secret avec l'ambassadeur américain qui a été enregistré et est désormais public et que tout le monde peut consulter où elle choisit le nouveau cabinet pour l'Ukraine, qui est le cabinet occidental des États-Unis. Ils choisissent donc le nouveau gouvernement un mois avant le renversement de l'ancien gouvernement. Est-ce ainsi que va la démocratie lorsque Victoria Nuland choisit son gouvernement ? Eh bien, c'est là le problème, c'est que l'USAID et la CIA ne font pas vraiment la démocratie. La CIA a renversé, je pense, 83 gouvernements entre 1947 et 1997. Cela représente un tiers des gouvernements sur Terre et la plupart d'entre eux étaient démocraties. Ce n'est pas de la démocratie. Oui, on peut voir que l'on est effectivement bien montré dans l'ère des révélations. Ça balance, hein, c'est-à-dire que pour avoir le droit d'être un conspirationniste ou théoricien du complot, comme on vient de l'entendre, il faut être au moins le petit-fils de JFK, hein. Sinon on n'a pas le droit à la parole, on passe pas à l'écran. Donc nous, c'est ce que nous avons, tout ce qui a été dit à l'instant, c'est ce qui a été dit par ailleurs par d'autres personnes, hein. On parle notamment de l'Ukraine, de comment l'Ukraine est rentrée en guerre, pourquoi elle est rentrée en guerre, pourquoi est-ce qu'on entend que tout est de la faute de Monsieur Poutine, parce que c'est lui qui a envoyé en premier les troupes, évidemment.
mais sans que personne ne pioche un petit peu plus loin sur les raisons de cette expédition, qui sont pourtant parfaitement claires. Bon, donc voilà, donc chacun n'entend que ce que les médias veulent bien lui dire. Donc il faut changer de média quand on n'est pas content de comment dirais-je, qu'on n'est pas content de l'impression que nous donnent les médias que nous écoutons d'habitude. L'impression peut être mauvaise, peut être bonne ou mauvaise, bien évidemment. Et puis une impression n'est que une impression. On peut se tromper, on peut avoir raison, ça dépend. Mais il y a des fois où on se dit ah là, ça fait déjà 3 fois que j'entends la même chose par 3 personnes différentes à 3 moments différents. Je veux dire qu'il faudrait il faudrait vraiment ne pas être attentif pour se dire que il n'y a pas de lien, quoi. Voilà, il y a de plus en plus de liens, il y a de plus en plus de choses qui se croisent avec ce qui avait été dit par nous et d'autres, hein, bien sûr, on n'est pas les seuls, hein. Mais on fait partie de ceux qui ont démarré le plus tôt dans la course à l'information, je dirais, au sein du CNTF/CH. Et ça nous confère, je dirais pas un droit supplémentaire, c'est complètement faux, mais un statut, tout simplement, un statut de ceux qui ont travaillé dans ces directions-là, qui n'étaient pas dirigés par un seul homme pour faire tout ça, mais qui étaient un groupe, ils sont toujours un groupe de personnes, nous sommes un groupe de personnes qui travaillons à écouter, à comprendre, à disséquer, à analyser aussi, de temps en temps on fait des analyses, et puis à dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les connaît. Voilà un petit peu tout ce qu'on peut dire. Et puis dire que c'est une vraie joie aussi d'entendre Monsieur Robert Fitzgerald Kennedy Jr., donc le RFK Junior, qu'on vient d'entendre à l'instant. C'est une vraie joie déjà de récupérer un Kennedy, parce qu'apparemment c'est de famille, ce sont des gens qui aiment, qui ont un certain goût pour la vérité, qui ont un goût pour le courage aussi d'ailleurs, hein. Quand on aime l'un, il faut aimer l'autre aussi, il faut savoir pratiquer l'autre aussi, et visiblement ce sont des gens qui ont payé dans leur famille un lourd tribut à la vérité, et au bout de 60 ans, oui c'est ça, 60 ans à peu près, c'est-à-dire depuis la mort de JFK justement, eh bien au bout de ces 60 ans, enfin il y a une lumière dans la nuit qui s'allume, cet attentat contre JFK a fait des commentaires, a donné des commentaires dans le monde et en particulier aux États-Unis, mais sans que rien n'aboutisse jamais, car les pièces fondamentales qui auraient pu permettre d'affirmer les choses et d'avoir des preuves ont soit été détruites, soit ont disparu, etc., etc. J'ai pas le sentiment que la libération des archives, justement, en la matière, qui vient d'avoir lieu, hein, d'une part, que ces archives aient été lues complètement les unes et les autres, parce qu'il y a quand même plus des centaines de milliers de pages, hein, c'est juste énorme, mais pour les journalistes, c'est un bon job. Mais j'ai pas le sentiment que ces pages nous apportent des choses très différentes de ce qui avait déjà été intuité par la majorité des enquêteurs sur la question. Très différentes, non, mais est-ce qu'elles confirment? Ben oui, elles confirment tout simplement. Elles vont confirmer, et il y aura peut-être 2 ou 3 révélations supplémentaires, mais qui ne viendront pas bouleverser la compréhension du phénomène. Bon, on sait que M. Kennedy a contrarié les intérêts de certains groupes, notamment groupes militaires. Enfin, tout ce qui aujourd'hui est chassé, hein, l'état profond de cette époque-là, on va dire, qui était un peu moins profond qu'aujourd'hui, mais suffisamment pour signer l'arrêt de mort de monsieur JFK. On sait que les États-Unis d'Amérique sont un pays où la violence malheureusement est assez facilement pratiquée. Je rappelle à toutes fins utiles que même en France, nous avons eu un assassinat de président de la République. Certaines personnes l'ont peut-être oublié, mais la France aussi a été territoire de violence. Assassinat de Sadi Carnot, qui était un président de la République, qui a été assassiné à la ville de Lyon d'ailleurs, à coup de poignard, ou non, à coup de pistolet, je crois, à coup de pistolet, par un fanatique, peu importe. À l'époque, déjà, ça avait fait quand même un tout petit peu de bruit, puisqu'il était président de la République, cette chère République de la fin du 19e siècle, qui était une république conquérante, hein, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc voilà, donc tout ça pour dire quoi, que les États-Unis d'Amérique ne sont pas les seuls tenants, détenteurs, je dirais, d'un record de violence politique ou de violence tout court. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes, que nous n'avons pas les mêmes traditions. Voilà, tout à fait, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient sociales, on n'a pas tout à fait les mêmes traditions. Ce qui peut expliquer que certaines personnes chez nous sont réticentes à accepter l'idée que Monsieur Trump est un type qui va nous aider. C'est compliqué d'accéder à cette idée, parce que c'est un homme qui a dans ses attitudes tout d'un homme d'affaires, d'un businessman, avec la rudesse,
d'un businessman à l'américaine et qui ne fait pas de politique, qui fait du business. Quand on voit bien quand il veut acheter le Groenland, quand il veut acheter le canal de Panama, le Canada et d'autres sûrement. Donc il considère la Terre comme un vaste marché dans lequel il peut encore placer l'argent qui vaut encore quelque chose. Et on a le sentiment qu'il se dépêche d'acheter des actifs avant que le prix du billet du dollar ne plonge verticalement, ce qui pourrait bien être le cas après la découverte de toutes ces fortunes sur palette, dont on ne sait plus très bien d'où elles sortent et qui elles sont, mais dont on sait que si elles sont distribuées dans la nature, elles vont contribuer à une inflation géante. Donc prudence avec tout ça. Donc ça nous amène quand même à dire que M. Trump n'est pas simplement un homme d'affaires, puisqu'il nous a parlé du NESARA, qui était un système qui avait déjà été voté à la fin des années 90 et qui avait été stoppé net suite à la chute des tours jumelles, donc en 2001, par lequel eh bien, il était question de rendre au peuple américain l'ensemble de l'argent qui lui avait été volé au cours des dernières décennies, en particulier. Je rappelle le contexte, c'était suite à un procès qu'avait fait le syndicat des agriculteurs américains au gouvernement américain, et que les juges avaient trouvé que tout cela était extrêmement fondé, et ils avaient donc condamné le gouvernement américain à payer des sommes astronomiques. Et évidemment, Monsieur Bill Clinton à l'époque n'était pas très enthousiaste à l'idée de signer ce document qui était prêt, qui avait été rédigé au bout de quelques années et qui était complètement prêt. Et puis, il a signé. Donc le document a été signé par Monsieur Clinton. En tout cas, c'est ce que nous savons, c'est ce que nous avons reçu comme témoignage. Et malgré cette signature, les choses ne se sont pas enclenchées puisque c'était la veille ou l'avant-veille, je crois, encore une fois, de la chute des tours jumelles. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc il semblerait que l'histoire veut se répéter ou en tout cas veut donner une deuxième chance d'une part au Gézara, et ce qui est cette restitution d'argent au peuple, et puis une deuxième chance à l'histoire, et d'arrêter de dire que Monsieur Kennedy a été tué par un fanatique à moitié fou, etc., dont on dirait aujourd'hui que probablement cet homme a fait partie d'un plan, l'assassin, je veux dire, hein, a fait partie d'un plan MK Ultra pour ceux à qui ça dit quelque chose. Aujourd'hui, ce sont des termes qui sont presque divulgués partout, que tout le monde peut, en tout cas, auxquels tout le monde peut accéder en allant se renseigner sur Internet. Donc, manipulation des cerveaux par la CIA pendant toutes les années 50, 60 et autres. Donc, tout ça mis bout à bout, eh bien, on s'aperçoit qu'on est dans un phénomène de rétablissement des réalités, de la vérité, et je crois que c'est ça dont les gens ont le plus envie, ont le plus besoin. Alors les Américains comme les Européens, d'ailleurs, ne sont pas tous au courant de ça, évidemment, et pour certains d'entre eux, ça va être un choc, évidemment, c'est un choc, bien sûr. Ils se demandent comment il est possible qu'on ait prêté à des pays étrangers ou à des organisations étrangères autant d'argent. Comment il est possible que l'argent qui a été donné à Monsieur Zelensky pour acheter des armes contre Pierre ou Paul, peu importe, et que ces armes se retrouvent sur le marché mondial pour toutes les équipes qui en ont besoin. Donc tout ça, c'est totalement fou. Et ça marque, tout est prouvé, hein. Donc c'est fou, c'est prouvé, et on sait d'où ça vient. Il y a déjà des procès en cours. Je veux pas anticiper dessus par rapport à ces procès, parce que ça serait aller trop vite en besogne. Et puis on a besoin de faire quelques vérifications, mais évidemment que ça va se terminer devant les jurés, devant le peuple, et que ça va faire évoluer très probablement, en tout cas ça c'est moi qui le pense, que ça va faire évoluer la façon d'envisager la politique dans le monde, tout simplement. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. On oppose le supercapitalisme, le libéralisme d'un côté qui est l'Occident, déclinant, puisque nous sommes en plein déclin en ce moment, hein, du côté de l'Occident. On l'oppose aux BRICS, qui eux sont effectivement tenant plus de pays indépendants plutôt que d'avoir des grands blocs. Voilà, et qui sont pour le traitement des nations, de laisser vraiment les peuples disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent bien vivre ensemble sur tel périmètre, avec telles ethnies, telle tradition, telle religion, ça marche bien. Et puis il y a des zones où ça marche pas. Donc dans les zones où ça marche pas, il faut segmenter, il faut refaire les frontières. Il faut réfléchir à la meilleure façon de vivre ensemble. C'est de ça qu'il faut parler. Et puis surtout, il faut assurer la paix.
Donc, que les gardiens de la paix soient vraiment des gardiens de la paix. Comme disait Coluche, il ferait mieux de nous la foutre plutôt que de nous la garder. Bon, c'était une boutade et c'était drôle à l'époque, mais aujourd'hui, a disparu même l'expression gardien de la paix. Maintenant, ce sont les gens de la sécurité, je crois, les hommes de sécurité. Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, absolument. Les forces de l'ordre, et tout ça a disparu, a fondu, comme neige au soleil. Donc, on n'est plus dans la paix, on est dans l'ordre. Et l'ordre, on sait ce que ça veut dire. Hein. Donc, voilà. Est-ce que à cette étape-là, Jean-Pierre, je te vois trépigner. Trépigner. dire. J'ai pris quelques notes. Alors effectivement, ça prouve vos deux allocutions dans le sens que la transition, elle a déjà commencé, mais pas la transition du Conseil national de transition français canal historique, la transition de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a des vérités qui commencent à se révéler, puis les gens commencent à réfléchir au lieu d'accepter tout et n'importe quoi. Et puis de se dire que bon, on va voter une fois tous les 5 ans, puis voilà, on a fait notre boulot. Alors les gens commencent à se dire mais comment on peut faire puisque on nous révèle que finalement non seulement notre argent, le fruit de notre labeur est parti dans des zones très sombres, voire même plus que sombres. Et comment pouvons-nous faire? Alors, de plus en plus de gens se posent des questions, de plus en plus de gens se disent, mais la France, c'est nous, c'est pas les gens qui font semblant d'être la France et qui ne sont qu'une défunte république qui donne ou qui vend des armes à n'importe qui pour en faire n'importe quoi. C'est pas la France, ça. Donc, et les Français réalisent qu'ils sont pas cela. Ils sont des cœurs et des âmes et des esprits capables de penser, capables de réfléchir. Merci d'avoir entendu. Merci à toi. Sylvain? Bon, pour moi, ça ira. Je vais vous laisser parler, puis je conclurai. Tu réserves, d'accord. Ben, écoute, très bien. Donc, on entend beaucoup, et en particulier dans la bouche de Monsieur de Villepin, tout le monde se souvient de Monsieur de Villepin, qui avait fait un discours qui est resté dans toutes les mémoires pour ne pas intervenir en Irak, alors que les Américains nous demandaient de bien vouloir les suivre. Et il avait préféré la paix à des marques de paix plutôt que des guerres inutiles qui nous marqueraient dans le mauvais sens à jamais. Je pense qu'il a eu raison, mais aujourd'hui, il nous dit qu'il faut changer, faire évoluer la démocratie. Alors ça, c'est là que nous intervenons un petit peu, puisque nous, on cherche pas à faire évoluer la démocratie, on cherche à l'instaurer, ce qui est tout à fait différent. La démocratie, elle n'évolue pas, elle est ce qu'elle est. On a souvent eu l'occasion d'expliquer que dans la démocratie, effectivement, il y avait des tirages au sort, ça fait toujours très peur quand on parle de ça. Il y a les tirages au sort et il y a par ailleurs le fait qu'il n'y ait pas de représentation politique, c'est-à-dire qu'un homme ne peut pas se faire représenter. Voilà les cadres essentiels. Après, tout le reste n'est que arrangement pour faire que ça fonctionne. Voilà. Mais les deux principes de base sont là. Et le fait qu'il n'y ait pas de représentation politique possible, ça fait peur aux politiques qui viennent nous parler dans le poste en nous disant qu'il faut changer de la démocratie. Sous-entendu, surtout garder le principe républicain qui consiste à dire nous avons besoin de représentants. Or, nous, dans notre système à nous, il n'y a pas de républicains. Il n'y aura plus de républicains. Il n'y aura que des démocrates, et les démocrates, c'est vous et moi. C'est des citoyens. C'est des gens qui s'engagent effectivement à participer à la vie de la nation, à créer ses propres lois, et à faire en sorte que tout soit choisi selon une majorité exemplaire de 67% des votants. Et ces votants, eh bien, ils sont purgés, entre guillemets, à la fin de chaque session pour chaque loi et pour chaque sujet. Donc, c'est jamais les mêmes. Donc, on peut pas leur courir après et on peut pas les corrompre. Et ça, évidemment, ça gêne beaucoup de gens qui sont pas décidés à partir la fleur au fusil pour promouvoir la vraie démocratie. Il n'y en a pas beaucoup. Et même parmi la population, beaucoup disent mais moi je ne suis pas capable de faire parce que voilà, je suis pas un professionnel, etc., etc. Donc il y a toute une éducation à faire auprès des personnes pour leur dire voilà, le monde est en train de changer. On s'aperçoit qu'on va peut-être bénéficier d'un certain nombre de choses, pourquoi pas d'une richesse qu'on n'avait pas imaginée, de moyens technologiques qu'on n'imagine pas. Je pense à l'antigravitation, je pense à l'énergie libre, je pense à un tas de sujets. Il y a plus de 6000 brevets qui nous attendent, qui nous tendent les bras pour résoudre les problèmes d'énergie, pour résoudre un tas de problèmes. Et là, il va falloir se dire, avec tout ça, si on doit faire quelque chose de nouveau, si ça se libère, c'est plus un changement de paradigme, c'est un changement de tout, quoi. Donc voilà, et y compris un changement pour les oligarques, le mot qu'on n'avait pas encore employé, c'est le mot oligarque,
qui sont les très peu nombreuses personnes qui veulent et qui tiennent à diriger la grande majorité des autres. Donc c'est de ce schéma-là qu'il va falloir se sortir. Et il va falloir trouver un schéma dans lequel, eh bien, ces mêmes oligarques n'aient pas de regret, le sentiment de regret par rapport à la nouvelle situation générale. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas le sentiment de se dire, ah ben mince, avant on commandait, tous ces gens, tous ces bonnets qu'on menait comme des moutons, dont on prévoyait de diminuer les capacités intellectuelles, les capacités physiques, toutes les capacités que vous voulez, finalement, bah, ils veulent récupérer leur intégrité physique et psychique, et c'est eux qui vont nous expliquer comment faire dans 5 minutes. Vous allez voir, mesdames et messieurs. Bah oui, ça va être ça, ouais. C'est ça la démocratie, c'est comme ça que ça s'est passé en Grèce antique. Alors voilà. Donc il y a des questions qui se posent maintenant. Est-ce que, contrairement à ce qu'on avait pensé il y a encore pas si longtemps, on pensait bien qu'il y aurait d'abord les révélations et ensuite la démocratie dans cette chronologie-là. C'est pour ça qu'on se dit la démocratie, c'est pas pour tout de suite, hein, il faut attendre encore un petit peu, etc., etc. Or, on constate que dans beaucoup de pays dans le monde, et en particulier occidentaux, il y a plein de gouvernements qui sont à la veille de changer. Je pense à l'Allemagne, la France évidemment, au premier chef. Hein, donc, la politique va changer. Alors, je dis pas que la démocratie va s'installer tout de suite, mais il faut que nous sachions avoir un narratif sur la démocratie qui soit suffisamment clair pour que tous les Français comprennent de quoi on parle. Et puis surtout, pour s'appuyer sur des gens, peut-être comme M. Trump, pourquoi pas? Peut-être qu'il est peut-être plus démocrate que vous et moi, il y a des gens comme ça, on se fait une fausse idée des choses. Lui, il est démocrate, il pense que tout le monde peut faire fortune à condition de travailler dans certaines directions, à condition de bénéficier de certaines libertés, et à condition aussi d'avoir des investisseurs qui les aident. Donc, à partir de là, on peut faire de la démocratie, il n'y a pas de problème. La démocratie n'est pas du tout incompatible avec le capitalisme, par exemple, ou avec le fait de gagner de l'argent. Il n'y a pas d'incompatibilité du tout. Il faut lire des livres pour ça, hein, il faut bien le comprendre. Donc, on n'est pas dans une spoliation avec la démocratie, au contraire, on est dans une ouverture. Voilà. Et y compris pour les plus riches, et y compris pour ceux qui jusqu'à maintenant avaient tous les pouvoirs, enfin tous les pouvoirs. Ils n'avaient que le pouvoir d'obéir à leurs supérieurs, je dirais un peu comme tout le monde, mais ils vivaient dans des belles villas quand nous, on loge dans des logements plus modestes. Voilà. Donc l'orgueil derrière tout ça, bien sûr, l'hubris, l'orgueil, qui consiste à dire je veux être le patron, je veux en avoir plus que mon voisin, etc. Cet hubris-là devrait tout logiquement disparaître au fur et à mesure du temps. Car le plaisir qu'on aura, ça ne sera pas d'être au-dessus de l'autre, ça sera de pouvoir faire des choses extraordinaires qui se feront soit avec les autres, soit seuls. S'il y a des gens qui veulent aller visiter la galaxie en fusée, ben, ils vont le faire. Ils n'ont pas besoin d'être une foule pour ça. Voilà. Et il y a tellement de sujets à traiter que dans la nouveauté, dans ce nouveau monde qui nous tend les bras, il y a tellement de choses à traiter qu'on ne pensera plus, j'espère en tout cas, je formule le vœu, qu'on ne pensera plus à se battre entre nous, soit pour des territoires, soit pour un bien quelconque, soit pour orgueil. Voilà, tout ça va disparaître parce que tout ça a été créé de main de maître, je dirais, par des oligarques qui n'ont jamais arrêté d'agiter le sac dans lequel se trouvent les petits chatons, n'est-ce pas? Et les chatons, ils se mordent entre eux, ils se battent entre eux, plutôt que d'attaquer la main qui secoue le sac. Demain, on attaquera la main qui secoue le sac et on s'apercevra que à partir de là, les chatons sont libres et ils sont heureux et ils mordent de plus personne. Et surtout, ils se battent plus entre eux. Donc voilà, donc la théorie des chatons, elle vaut ce qu'elle vaut, mais on croit vraiment que la disparition de la violence tient à la disparition d'une certaine forme de politique qui consiste à nous opposer les uns aux autres, que ce soit dans des guerres ou que ce soit tout simplement dans des partis politiques. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Jean-Pierre, avant de terminer l'émission, veux-tu secouer le sac, toi aussi? Ben non, justement, je trouve que les choses vont mieux quand on est paisible avec elles. J'ai souvent expérimenté que quand j'arrive à être paisible en moi, mais c'est très curieux, mais autour de moi, ça devient plus paisible. On peut observer ça n'importe où, voire même avec les animaux et les enfants, les personnes âgées aussi. Les plantes sont beaucoup plus heureuses quand on trouve un peu de paix en soi. Et finalement, tout le monde va mieux. Alors, je vous souhaite une bonne paix en vous. je m'en souhaite autant. Donc, je nous souhaite une bonne paix en nous et paix à l'extérieur aussi. Merci. Merci Okay. à toi. Donc, rapidement, je termine parce que Oui, on a pratiquement fini. Pardonnez-moi.
Oui, donc tout à l'heure, je disais que la démocratie risque d'être en nécessité, on risque d'être en nécessité de démocratie rapidement, compte tenu des changements politiques en cours et compte tenu que M. Trump a peut-être les yeux de chimène pour la démocratie, lui aussi, pourquoi pas, on peut tout imaginer. Et peut-être M. Musk aussi, pourquoi pas non plus. Hein. Ils veulent libérer véritablement, ils travaillent dans l'intérêt du peuple et non plus dans l'intérêt de certains oligarques avec lesquels ils ont pourtant collaboré longuement. Voilà, donc je résume, il faut vraiment éduquer à la démocratie la majorité des gens qui nous écoutent et tous ceux qui nous écoutent pas, parce que pour eux le jeu vaut aussi. Hein. Et puis les révélations dont on parlait dans le titre, je parlais tout à l'heure des révélations sur sur les brevets par exemple. Hein, oui, mais il y a plein de révélations. Les révélations sur les circonstances de la mort de JFK, hein, ça va changer aussi beaucoup de choses. Toute cette divulgation, révélation, qu'elle soit financière, qu'elle soit sociétale, qu'elle soit tout ce qu'on veut, elles vont venir dans un deuxième temps. Et je crois que ce qui intéresse les Français en particulier, et sûrement d'autres générations d'habitants sur la Terre, d'autres personnes, c'est de résoudre leurs problèmes à eux immédiatement. Il n'est pas nécessaire dans un premier temps qu'ils comprennent tout ce qui a été à l'origine des changements qu'on est en train de leur présenter maintenant, parce que d'abord c'est un menu un petit peu chargé à digérer, et il ne peut se digérer que sur la durée. Donc essayer de tout expliquer tout de suite à tout le monde, ça va être compliqué. Par contre, leur dire voilà les solutions qu'on vous apporte avec la solution politique qui est proposée, et que ça marche, eh bien ça va être très très vite adopté par tout le monde. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Allez, Jacques Dutronc, le chanteur français, vous connaissez forcément, a totalement raison. Bah oui, actuellement, le monde entier est un cactus et il est impossible de s'asseoir. Alors, évidemment, complètement à l'inverse, avec la démocratie, le monde sera une jolie fleur et on pourra s'allonger partout. Merci à vous, excellente soirée, excellent week-end. Nous aurons le plaisir de vous retrouver lundi pour une nouvelle émission La France Libre avec le Conseil national de transition français, cal et historique. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous également. Excellente soirée et à lundi.